John Lennon est mort il y a 45 ans cette année, et pendant tout ce temps, la seule personne qui a tenu sa tête ensanglantée pendant qu'il rendait son dernier souffle a choisi le silence absolu. Yoko Ono n'a jamais raconté la nuit du 8 décembre 1980 comme elle vient de le faire maintenant. Jamais. Pas une interview complète, pas un livre, pas une phrase entière. Parce que chaque mot aurait été une nouvelle balle. Chaque souvenir, une nouvelle hémorragie. Pendant 45 ans, elle a porté seule le poids de chaque seconde de cette horreur. Le bruit des détonations, le sang chaud sur le trottoir, le regard de John qui s'éteint, les hurlements qu'elle a poussés, le vide qu'il a avalé vivante. À 92 ans, elle dit qu'elle est enfin prête. Prête à ouvrir la boîte noire de cette nuit-là, seconde par seconde. Prête à révéler qui était vraiment l'homme derrière le mythe. Et ce qu'elle a confié, au fil d'entretiens longs, déchirants, parfois interrompus par des sanglots qui ressemblent à ceux d'il y a 45 ans, est en train de faire trembler le monde entier. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'un assassinat. C'est l'histoire d'un amour toxique, d'un génie torturé, d'un père absent, d'un homme bisexuel qui n'a jamais osé, d'un drogué qui a détruit les Beatles de l'intérieur, d'un pacifiste qui frappait sa femme, d'un prophète de la paix qui portait la violence en lui comme une malédiction. Ce n'est pas l'histoire qu'on vous a racontée à l'école, dans les documentaires, sur les t-shirts. C'est la vraie. Et elle commence maintenant. Il est 22h45, le 8 décembre 1980. Manhattan est plongé dans un froid polaire. Le vent siffle entre les immeubles de Central Park West comme un mauvais présage. John et Yoko sortent de leur limousine noire devant l'arche du Dakota Building. Ils viennent de passer 10 heures au studio Record Plan, dans le quartier de Hell's Kitchen, pour finaliser Walking on Thin Ice, le morceau de Yoko sur lequel John joue une guitare rageuse, presque désespérée, comme s'il savait que c'était l'une de ses dernières fois. Il est d'excellente humeur. Il plaisante avec le chauffeur, il porte son long manteau noir en cuir, un bonnet de laine enfoncé jusqu'aux yeux, un exemplaire du magazine Salon sous le bras gauche. Il a 40 ans, il est redevenu mince, il a arrêté l'héroïne, il est sobre, il est heureux, il vient de sortir Double Fantasy, son premier album en 5 ans, il parle de renaissance, de nouvelle vie, de Sean qui va avoir 5 ans, de projets, de tournées. Il se sent invincible. Yoko marche un pas devant lui, comme toujours quand il rentre tard. Elle sait que des fans traînent souvent devant l'immeuble. Ce soir-là, il n'y en a qu'un seul. Un jeune homme de 25 ans, blouson trop grand, cheveux mal coupés, regard fixe, mains dans les poches. Mark David Chapman. Il attend depuis 11 heures du matin. Il a déjà fait signer son exemplaire de Double Fantasy par John en fin d'après-midi. John lui a souri, lui a serré la main, a écrit « John Lennon, 1980 » avec un feutre noir. Chapman l'a remercié poliment. Il a même dit « Merci, monsieur Lennon ». Personne n'a vu la haine derrière le sourire. Personne n'a vu le revolver .38 spécial chargé de balles à tête creuse qu'il a acheté à Hawaï 2 mois plus tôt. Personne n'a vu qu'il avait lu et relu l'attrape-cœur jusqu'à s'identifier à Holden Caulfield, jusqu'à croire que tuer John Lennon était une mission, un moyen de devenir enfin quelqu'un. Yoko passe devant Chapman sans le regarder. John suit, un demi-pas derrière. Il fredonne encore la ligne de guitare qu'il vient d'enregistrer. Chapman sort le revolver. Il écarte légèrement les jambes, prend la position de tir qu'il a répétée des centaines de fois devant sa glace à Honolulu. Il crie « Monsieur Lennon ». John se retourne à moitié. 4 coups de feu. Le premier touche l'épaule gauche et traverse le corps. Le deuxième et le troisième explosent dans le dos. Le quatrième ricoche sur le mur de briques et revient frapper l'aorte. Le temps se fige. Yoko entend un bruit sourd, comme un sac de pommes de terre qui tombe. Elle se retourne. John titube, fait 5 pas, vacille, s'effondre face contre terre sur le trottoir, lunettes projetées à 3 mètres. Le sang jaillit déjà en jets réguliers, noir sous la lumière des réverbères. Elle court vers lui. Elle hurle son prénom. Elle s'agenouille, retourne son corps, pose sa tête sur ses genoux. Le sang coule à flot, chaud, épais, sur ses mains, sur sa jupe, sur le trottoir. Elle voit les yeux de John, grands ouverts, qui cherchent les siens. Il essaie de parler. Il n'y a que du sang qui sort. Il gargouille. Il lève faiblement la main vers son visage, comme pour lui dire quelque chose. Elle comprend, « Je t'aime ». Elle hurle encore. Le portier José Perdomo a déjà arraché le revolver des mains de Chapman qui, immobile, lit calmement l'attrape-cœur à voix haute. « Anyway, I keep picturing all these little keys ». 2 policiers arrivent en courant. L'un d'eux reconnaît John. Il hurle dans sa radio, « Homme blanc,
40 ans, multiples blessures par balle, Dakota Building. Yoko est couverte de sang, elle tremble, elle répète « Has been shot, has been shot ». Un des policiers soulève John comme un enfant. Il le porte jusqu'à la voiture de patrouille garée à 20 mètres. Yoko court derrière, pieds nus, elle a perdu ses chaussures dans la panique. Ils installent John à l'arrière. Le policier conduit sirène hurlante vers Roosevelt Hospital, à 10 blocs. Yoko est assise à côté, elle tient la main de John, elle lui parle en japonais, elle lui dit de tenir bon, que Sean l'attend, qu'ils vont faire une tournée ensemble, qu'ils ont toute la vie devant eux. John ne répond plus. Ses yeux sont vitreux. Le sang coule toujours, sur la banquette, sur les mains de Yoko, sur le sol de la voiture. À 23h07, la voiture s'arrête devant les urgences. Les médecins se jettent sur John. Massage cardiaque, intubation, transfusion massive. Rien n'y fait. À 23h15, le docteur Stephen Lin sort dans le couloir. Il regarde Yoko, trempée de sang, les cheveux collés au visage, et dit simplement « I'm sorry. We lost him ». Yoko s'effondre. Elle hurle comme un animal blessé. Elle frappe le mur de ses poings. Elle veut retourner voir le corps. On l'empêche. Elle finit par s'asseoir sur une chaise en plastique, les mains encore rouges, et elle reste là, muette, pendant des heures. À 5 heures du matin, elle rentre au Dakota. Sean dort. Elle ne le réveille pas. Elle va dans le studio blanc, s'assoit par terre, et reste là jusqu'au lever du jour, le regard vide, le sang séché sur sa peau comme une seconde peau. Ce n'est que 45 ans plus tard, en 2025, qu'elle accepte enfin de parler de cette nuit-là seconde par seconde. Pas pour l'argent. Pas pour la gloire. Parce qu'elle dit, je vais mourir bientôt. Et je ne veux pas emporter la vérité avec moi. Et la vérité, la vraie, est bien plus sombre, bien plus complexe, bien plus humaine que la légende dorée qu'on nous a vendue. Il passe sous l'arche. Yoko est à 3 mètres devant. Chapman sort de l'ombre, se met en position de tir, jambes écartées, 2 mains sur l'arme comme il l'a appris dans ses livres sur les armes à feu. Il crie « Monsieur Lennon ». John se retourne. 5 détonations déchirent la nuit. Le bruit est si violent que les vitres du Dakota tremblent. La première balle traverse l'aorte. La deuxième fracasse l'épaule gauche. La troisième et la quatrième déchirent le poumon gauche et la colonne vertébrale. La cinquième rate sa cible et va se ficher dans une vitre à l'étage. John titube, fait 5 pas en avant, lâche son magazine, monte les 5 marches du hall en chancelant, le sang coule déjà de sa bouche, de son nez, de sa poitrine. Il arrive à articuler « I've been shot », puis s'effondre face contre terre sur le carrelage froid du hall. Yoko court derrière lui. Elle hurle. Un hurlement qui glace le sang de tous ceux qui l'ont entendu, même 45 ans plus tard. Le concierge J. Hastings se précipite, voit John baignant dans son sang, retire délicatement ses lunettes ensanglantées et les pose sur le comptoir comme s'il avait peur de les casser. Yoko s'agenouille, prend la tête de John dans ses mains. Il la regarde. Ses yeux sont déjà vitreux. Il essaie de parler. Aucun son ne sort. Elle lui caresse le visage, lui murmure des mots en japonais, des mots d'amour, des mots de désespoir. Elle voit la vie s'éteindre en direct. Elle sent son corps devenir lourd. Elle comprend que c'est fini. Elle dira plus tard, dans ses yeux, j'ai vu la peur, puis la paix. Il savait. Et il m'a dit pardon avec le regard. Pardon pour tout ce qu'il n'avait pas su être. Dehors, Chapman a posé son revolver par terre, retiré son manteau pour montrer qu'il n'est plus armé, et attend calmement la police, un sourire étrange sur les lèvres. Quand le concierge lui hurle, « Tu sais ce que tu viens de faire ?» Il répond d'une voix posée, presque douce, « Oui, je viens de tirer sur John Lennon. » Les premiers policiers arrivent en moins de 2 minutes. L'officier Peter Cullen le plaque au sol, lui passe les menottes. Chapman ne résiste pas. Il a l'air presque soulagé. Il demande même qu'on lui garde son exemplaire de l'attrape-cœur, c'est important, dit-il. Il répète au policier, comme une litanie, je suis Holden Caulfield. Il était un phony. Il fallait le faire disparaître. Il est calme, presque heureux. Il a enfin un nom. Dans le hall, les officiers H.R.B. Fromberger et Tony Palma soulèvent John. Ils ne le reconnaissent pas tout de suite tant il est couvert de sang. Fromberger, c'est Lennon. C'est John Lennon. Il le porte jusqu'à la voiture de patrouille de l'officier James Moran et l'allonge sur la banquette arrière. Pas le temps d'attendre l'ambulance. Fromberger conduit à tombeau ouvert, sirène hurlante, pendant que Tony Palma tient la tête de John pour l'empêcher de s'étouffer dans son propre sang.
Yoko est dans une autre voiture, derrière, avec l'officier Spiro. Elle répète en boucle, « Dites-moi qu'il va s'en sortir, dites-moi qu'il va s'en sortir. » Personne ne répond. Elle voit les feux arrière de la voiture de John disparaître dans la nuit. Elle hurle encore plus fort. Elle frappe la vitre de ses poings. L'officier lui prend la main pour l'empêcher de se blesser. Elle se souvient, « J'ai senti son pouce arrêté dans ma main. » À 23h07, au Roosevelt Hospital, le docteur Stephen Lynn prononce l'heure officielle du décès. Il dira plus tard, la voix brisée, même s'il avait été touché au milieu d'une salle d'opération cardiaque avec toute l'équipe prête, on n'aurait rien pu faire. L'aorte était sectionnée. Il est mort en quelques minutes. Yoko reste prostrée dans un couloir de l'hôpital. Elle refuse de croire que c'est fini. Elle demande à voir le corps. On l'emmène dans une petite salle. John est là, recouvert d'un drap blanc. Elle soulève le drap, embrasse son front encore tiède et s'effondre. Elle hurlera pendant des heures. Les infirmières devront la porter pour la sortir. Elle se souvient d'avoir pensé, « Je suis devenue veuve à 47 ans et la terre continue de tourner. » Mais le pire, ce n'est pas la mort. Le pire, c'est que John savait. Il l'avait dit, des années avant. En 1966, dans une interview presque oubliée, il avait lancé « Soit on finira dans un accident d'avion, soit un cinglé nous tuera. » Il le répétait souvent à Yoko la nuit, « Je ne mourrai pas vieux, Yoko. Quelqu'un viendra me chercher. » Quelques semaines avant sa mort, il avait même dit à son assistant Fred Simon, « J'ai l'impression que mon temps est compté. Quelqu'un va me faire la peau. » Il avait raison. Jusqu'au moindre détail. Il avait même plaisanté noir en signant l'album de Chapman, il avait l'air d'un gentil garçon. Yoko, elle, avait senti quelque chose. Ce jour-là, elle avait dit à John, « Ne signe pas, il a un regard bizarre. » John avait ri, « Arrête, c'est juste un fan. » Elle n'a jamais pu se pardonner ce moment. Et puis il y a les révélations que personne n'attendait, celles que Yoko a gardées enfermées pendant 45 ans. Elle parle enfin de la dernière phrase que John a réussi à articuler, juste avant de perdre connaissance dans la voiture de police. Il a regardé Yoko et a murmuré « I'm sorry, love ». Elle a mis des décennies à comprendre qu'il s'excusait pour tout, les infidélités, les violences passées, l'héroïne, les années perdues, l'abandon de Julian, la destruction des Beatles, tout. Elle dit aujourd'hui, il est mort en demandant pardon. Et moi, je n'ai jamais pu lui dire que je lui avais déjà pardonné. Première bombe, John Lennon était bisexuel. Yoko l'a dit sans détour, John avait du désir pour les hommes. Il me l'a avoué plusieurs fois. Il disait qu'il aurait pu coucher avec Paul McCartney ou Mick Jagger s'il n'avait pas été aussi inhibé par l'époque. Il trouvait certains hommes incroyablement attirants, mais il disait toujours, il faudrait qu'ils soient aussi brillants que beaux, et ces gens-là sont rares. Elle ajoute, la voix tremblante, il m'a parlé d'un soir à Los Angeles, en 1974, pendant notre séparation. Il était avec Mepan, mais il a passé la nuit avec David Bowie. Rien de physique, il le jurait, juste des heures à parler, à se toucher le bras, à se regarder trop longtemps. Il est rentré à l'aube, il tremblait, il m'a appelé en pleurant, je crois que je suis amoureux de lui. Concernant Brian Epstein, le manager des Beatles, ouvertement gay, Yoko est catégorique, il y a eu une très forte attirance. John parlait d'une histoire d'amour intense avec Brian. Ils ont passé une semaine ensemble en Espagne en 1963. John m'a dit que c'était comme une lune de miel, mais il n'y a jamais eu de sexe. Il était trop bloqué par la société, par la peur du scandale. Il disait, si on avait fait ça, on aurait été fini. Elle révèle même une lettre jamais envoyée que John avait écrite à Brian après sa mort, tu étais le seul qui me comprenait vraiment. Parfois j'aurais voulu être à toi. Elle l'a retrouvée dans un tiroir en 1981. Elle ne l'a jamais montré à personne avant aujourd'hui. Deuxième bombe, l'héroïne a détruit les Beatles de l'intérieur. Yoko va plus loin que jamais. John était devenu accro à l'héroïne dès 1968, après ma fausse couche. Il disait que c'était la seule chose qui calmait la douleur physique et morale. Il était violent, paranoïaque, imprévisible. Paul, George et Ringo avaient peur de lui. Ils avaient peur qu'il explose s'il me mettait à la porte du studio. C'est pour ça qu'ils ont fini par accepter ma présence partout. Pas par amour pour moi. Par peur de lui. Elle raconte une nuit de 1969 à Abbey Road, John était en manque. Il a pris Paul par le col, l'a plaqué contre le mur, lui a crié « Si tu touches encore à ma femme, je te tue ». Paul pleurait. George a dû les séparer. Ringo est parti en claquant la porte.
C'était la fin. Elle ajoute, John disait que l'héroïne était sa façon de se rebeller contre les autres qui ne m'acceptaient pas. Mais en réalité, c'était l'héroïne qui parlait. Il était devenu un autre homme. Il pleurait la nuit en disant, je suis en train de tout détruire, Yoko. Et je ne peux pas arrêter. Troisième bombe, John battait ses compagnes. Yoko n'esquive rien. Il l'a dit lui-même dans l'interview Playboy de septembre 1980, 3 mois avant de mourir, j'étais cruel avec ma femme, je frappais, j'étais un agresseur. Je battais Cynthia, et je t'ai frappé aussi, Yoko. Il pleurait après, il demandait pardon à genoux, mais il recommençait. Il disait que les hommes les plus violents sont ceux qui prêchent le plus la paix, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Elle raconte une nuit de 1973, à Los Angeles, il était ivre et en manque. Je lui ai dit que je voulais rentrer à New York. Il m'a giflé si fort que je suis tombé. Puis il s'est mis à genoux, il a pleuré comme un enfant, il m'a supplié de ne pas partir. J'ai pardonné. D'accord. Elle ajoute, il frappait parce qu'il avait été frappé. Son père l'avait abandonné, sa mère était morte sous ses yeux, sa tante Mimi le battait. Il portait la violence comme une maladie. Quatrième bombe, il n'a jamais été un bon père pour Julian. Yoko est sans pitié, Julian a souffert toute sa vie. John l'a quasiment abandonné après le divorce avec Cynthia. Il disait que Julian était un accident de whisky. Il n'a jamais su lui montrer l'amour qu'il a donné à Sean. Julian me l'a dit en face, mon père chantait l'amour pour le monde entier, mais il ne m'en a jamais donné à moi. Elle révèle une lettre que Julian a écrite à John en 1975, qu'il n'a jamais envoyée. Tu as un nouveau fils maintenant. Moi, je n'existe plus. John l'a lu, l'a froissé, l'a jeté. Il n'a jamais répondu. Cinquième bombe, leur amour était réel, mais toxique. Nous étions inséparables, c'est vrai. Mais nous étions aussi deux drogués qui se faisaient du mal. Il disait parfois, je ne peux pas vivre sans Yoko, mais parfois j'ai envie de la tuer. C'était ça, notre amour. Passion, dépendance, violence, pardon, tout en même temps. Nous étions deux âmes brisées qui se raccrochaient l'une à l'autre pour ne pas sombrer complètement. Elle ajoute, il m'a sauvé de la folie, je l'ai sauvé de la drogue, mais nous nous sommes aussi détruits. C'était l'amour le plus vrai et le plus destructeur que j'ai jamais connu. Yoko termine son récit les larmes aux yeux, j'ai gardé le silence pendant 45 ans parce que parler, c'était le tuer une deuxième fois. Mais aujourd'hui, je veux que le monde sache la vérité, John n'était pas un saint. Il était humain. Il était magnifique et monstrueux à la fois. Il était lumière et ténèbres. Il était l'amour de ma vie, et il m'a détruite autant qu'il m'a sauvé. Et je l'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Alors maintenant, à vous. Que pensez-vous de tout ça? Est-ce que ces révélations changent votre regard sur John Lennon? Est-ce que l'image du prophète de la paix, du mec en blanc qui prêchait l'amour universel, en prend un coup irréparable? Est-ce que vous arrivez encore à écouter Imagine, sans que la voix de Yoko résonne derrière, sans voir les bleus sur les bras de Cynthia, sans entendre John avouer qu'il frappait celle qu'il disait aimer? Est-ce que Give Peace a Chance sonne encore pareil quand on sait que l'homme qui l'a chanté pouvait devenir violent dès qu'il était en manque? Est-ce que vous ressentez la même chose quand vous voyez une photo de lui avec le signe Peace and Love, maintenant que vous savez qu'il a failli coucher avec Paul, qu'il a pleuré en pensant à Brian Epstein, qu'il a traité Julian comme un accident de parcours? Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que ça vous rend triste? Ou est-ce que, au contraire, ça le rend plus humain, plus proche, plus vrai? Dites-moi tout. Est-ce que vous pensez que Yoko aurait dû garder le silence pour protéger la légende? Ou est-ce qu'elle avait raison de parler enfin, même si ça fait mal, même si ça casse le mythe? Est-ce que vous pardonnez à John? Est-ce que vous arrivez à séparer l'homme de l'artiste? Ou est-ce que, pour vous, c'est fini, on ne peut plus écouter les Beatles comme avant? Moi, je vous avoue que je suis perdu. J'ai passé des nuits entières à réécouter les albums, à chercher dans chaque parole une trace de cette violence, de cette bisexualité refoulée, de cette toxicité. Et le pire, c'est que ça ne change rien à la beauté de la musique, et en même temps, ça change tout. Imagine, reste une des plus belles chansons jamais écrites. Mais maintenant, quand j'entends Nos possessions, je pense à Julian qui n'a même pas eu un coup de fil pour son anniversaire. Quand j'entends All the People Living Life in Peace, je pense au bleu sur le visage de Cynthia. Quand j'entends I Hope Someday You'll Join US, je me demande si John a vraiment cru à tout ça, ou s'il chantait juste pour se convaincre lui-même. Alors je vous pose la question sans filtre. Est-ce qu'on a le droit de continuer à idolâtrer quelqu'un qui a fait autant de mal autour de lui? Est-ce que le génie excuse tout? Est-ce que la drogue qui parlait?
L'époque? Ou est-ce qu'il était simplement humain? Trop humain? Laissez-moi votre avis en commentaire. Pas de censure, pas de politiquement correct. Dites-moi si vous pleurez, si vous êtes en colère, si vous vous sentez trahi, ou si, au contraire, vous l'aimez encore plus fort maintenant que vous le connaissez vraiment. Je lis tout. Chaque mot. Chaque émotion. Même les pavés de 300 lignes, je les lis jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous a retourné l'estomac comme elle m'a retourné, si vous avez eu les larmes aux yeux, si vous avez eu envie de crier, alors laissez le petit pouce en l'air, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Parce qu'ici, on ne fait pas semblant. On ne protège pas les légendes. On les regarde en face, même quand elles saignent. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Merci d'avoir accepté de voir John tel qu'il était vraiment. Un génie, un monstre, un amoureux, un bourreau, un enfant perdu, un dieu déchu. À très bientôt pour une autre histoire qui va vous hanter pendant des années. Prenez soin de vous. Et surtout, continuez à poser des questions. Parce que la vérité, même quand elle fait mal, reste la seule chose qui nous rend libres.